Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Mme Bolduc, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Champoux, vous allez bien? Ben, absolument. Alors, Est-ce qu'on était en onde? Oui. Bon, on vient d'y arriver. Okay. On arrive. On arrive, alors... Bonjour tout le monde. Bonjour, Guy. Alors, on commence. On pourrait commencer avec du hockey, juste pour changer nos idées. Oh, ben, mon Dieu, oui. Ben, j'ai eu l'information ce matin de Darcy Brien. La Greater Metro, ça vaut pour les Titans et les Pirates. La date, pour l'instant, de début de saison, ce serait le 1er octobre. Ça reste à être confirmé. Évidemment, ça va dépendre de la suite des événements. Alors, c'est l'annonce qui a été faite ce matin. C'est une belle annonce. On parle de déconfinement et on parle de... On ne dit plus le retour à la normale parce que notre quotidien aura définitivement changé. Mais c'est intéressant d'entendre dire que certaines activités qui nous font du bien, qui nous font plaisir, vont reprendre. J'ai hâte de voir comment on va faire dans les arénas. J'y suis allée quelques fois. J'ai hâte de voir comment on va faire dans nos arénas pour garder 2 mètres de distance entre chacun des spectateurs. Bien, il y a tout ça, c'est pour ça qu'on parle pour le moment du 1er octobre. D'accord. OK. Alors, dans les autres sujets, ben, on est dans le déconfinement. On parlait de l'aréna, là, mais il y a plein d'autres choses. Oui, et dans le déconfinement. Et j'aimerais d'abord attirer votre attention sur un reportage. C'est un article complet qui a été publié. Je le dis, là, même si on est à CKVM, c'est Radio-Canada qui l'a publié. Radio-Canada, le service d'information, je pense que c'est en Ontario, qui ont publié un dossier complet sur comment a évolué le COVID-19 ici au Canada. Vous avez l'information sur ici.radiocanada/info. Vous cherchez trace origine, premier cas coronavirus. C'est très bien fait comme reportage. C'est extrêmement complet. Ça parle de les tout premiers cas. Quand ils sont arrivés au Canada, le premier cas en Colombie-Britannique, d'où ça venait. Et les premiers cas qui sont arrivaient de la Chine. Les 3 premiers cas en Ontario arrivaient de Chine, de l'Iran et de l'Égypte, qui étaient des foyers reconnus. Et ça nous montre toute la fragilité et tout le délai qu'il y a eu entre l'annonce de la COVID-19 et l'instauration de mesures je dirais pas de distanciation sociale, c'est assez difficile, mais à tout le moins, les mesures de désinfection qui n'étaient pas toujours au rendez-vous en fonction de la pandémie qui s'en venait, et aussi de quelle façon les gens qui arrivaient au pays, qui étaient symptomatiques ou asymptomatiques, ont contaminé d'autres personnes. Ça nous montre toute la complexité. Quand on est face à un nouveau virus comme ça, comment réagir? La rapidité avec laquelle on peut réagir, et on constate que malgré ce qu'on connaît comme pandémie en ce moment, on constate avec quelle diligence, tout de même, les pays ont fait face, notamment le Québec et le Canada. C'est vraiment la manière de le dire. On est arrivé devant une situation où on a dit, maintenant, on confine. Et là, on parle de déconfinement. Et c'est important d'en parler parce que le message, je le répète là, depuis plusieurs jours, le message était très clair, très direct. Quand on dit on confine, c'est ici, maintenant, on arrête tout. Comme le premier ministre avait dit, on met le Québec sur pause. Parfait. Quand on déconfine, c'est plus flou, c'est plus... et je vais vous rappeler ce que les épidémiologistes disent. On peut comprendre que les gens sont inquiets face au déconfinement. Et toute la question du confinement, ce n'était pas pour qu'on ne soit pas atteint de la COVID-19, c'était pour protéger notre système de santé, pour que nous ne soyons pas tous atteints en même temps et qu'on désorganise le système de santé. Toutes les analyses de santé sont dans cet ordre-là. Et c'est vraiment un défi paradoxal parce qu'on sait que le retour à la normale, ça nous oblige à faire des calculs de risque. Ça nous oblige à mesurer dans quelle mesure, moi, comme personne, j'ai des comportements à risque, ce que je peux changer, quels sont les risques inhérents dans mon environnement de travail, ce que je peux corriger et quels sont les risques que je suis prête à prendre comme personne si je suis dans une condition de fragilité de santé.
Alors, on est tous maintenant dans la gestion des risques. Ce qui nous amène à dire, et c'est l'avocat qui a été consulté, c'est un avocat en droit du travail qui est associé à l'Université de Toronto sur l'éthique et la santé publique, qui dit « Les employeurs ont l'obligation de s'assurer que les lieux de travail seront sûrs. Mais en fin de compte, les employés, une fois que l'employeur a mis en place les mesures, ne pourront pas refuser de reprendre leur travail. » On l'a constaté cette semaine en parlant avec un de nos collègues élus, Bruno Boyer, où ils sont retournés au travail à la Commonwealth. On l'annonçait avec plaisir ici. La responsabilité de l'employeur, c'est de s'assurer que l'environnement est sécuritaire pour ses employés. La responsabilité de l'employé, c'est de respecter les mesures mises en place par l'employeur et c'est également de mesurer le risque auquel lui-même se soumet. Si la personne juge qu'elle ne peut pas reprendre le travail, c'est un refus de travail et c'est clairement documenté. Cela dit, on n'en est pas là. Nous, on annonçait le retour au travail pour le 19 mai à la MRC et on rappelle que le milieu municipal a tout le pouvoir. Ça a été énoncé dans les derniers décrets. Le milieu municipal a tout le pouvoir de déterminer quels sont les emplois essentiels, prioritaires, et quels sont les employés et quels sont les secteurs d'activité qui doivent obligatoirement être respectés. C'est un pouvoir du milieu municipal. Tout de même, le gouvernement a demandé que les bureaux municipaux, donc les bureaux de la MRC, restent fermés. Mais c'est intéressant de voir que c'est un défi qui vient nous chercher beaucoup. Mm-hmm. Le déconfinement, on se sent fragile comme personne face à des questions de déconfinement. On se sentait bousculé comme personne quand le gouvernement a énoncé les règles de confinement en disant « on met le Québec sur pause ». On se sentait bousculé, mais on se resserrait puis on se protégeait. Là, on s'aperçoit de notre condition d'humain, je pense. Alors, on reste profondément émotif, humain, inquiet, mais on reste aussi très fort, très résilient face à la situation. Les mesures que les employeurs mettent en place sont là pour protéger les employés. Notre responsabilité, comme personne, c'est de respecter ces mesures-là. Et ça m'amène à un autre déconfinement qui fait la manchette. Ce matin, on a passé presque 3 heures en discussion sur le sujet. Le déconfinement de l'Abitibi-Témiscamingue et l'ouverture de la pêche. Oui, ben, j'y arrivais là. C'est quelque chose qui est très... encore là, c'est émotif. Et on était en réunion ce matin avec le CISAT. C'est la santé publique qui, depuis le 13 mars, prend les décisions. Alors, on a demandé pourquoi l'ouverture de notre région ne se faisait pas après le long congé du mois de mai, donc le 19 mai. Ça a été demandé pour 2 régions du Québec. Les députés ministres de ces 2 régions-là, Abitibi-Témiscamingue et Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont demandé à ce que le déconfinement se fasse après. Maintenant, c'est pour des raisons de santé publique et de fonctionnement, ça n'a pas été accepté. On déconfine à partir de lundi prochain. Toutefois, le ministre Pierre Dufour, qui était avec nous ce matin, rappelle, pour l'ouverture de la pêche, que les pourvoiries ne sont pas ouvertes, que les terrains de camping ne sont pas accessibles, que le camping dans les ZEC ne sont pas accessibles, ce n'est pas permis. Et il rappelle que les hôtelleries ne peuvent pas accueillir de visiteurs. En conséquence, les personnes qui se déplaceront dans notre territoire à l'ouverture de la pêche sont des personnes qui possèdent une propriété sur le territoire. De ce fait, à partir du moment où on est déconfiné, clairement, on ne peut pas empêcher ces personnes-là d'avoir accès à leur propriété. Ça, c'est un droit pour les personnes. Et M. Dufour nous mentionnait, c'est clairement, on va avoir une réduction du nombre de visiteurs du fait que les lieux de logement, d'habitation, les lieux d'hébergement habituellement disponibles pour une majorité de ces personnes-là ne sont pas accessibles. Moi, je rappelle ce que j'ai dit hier. Dans cet
accueil-là, et une autre discussion qu'on avait aussi, c'est avec tous les préfets, on se rappelait que, le tourisme de chasse et pêche en Abitibi-Témiscamingue, c'est un tourisme important. Ce sont des retombées concrètes pour nos commerçants, pour nos pourvoiries, pour nos hôteliers. Alors, on fait, en même temps que le fonds, on fait les revendications, non seulement pour connaître les mesures d'ouverture, mais à les moments où ça ouvrira, et on fait des revendications pour des compensations auprès de ces entreprises-là. Maintenant, notre propre comportement va être aussi un miroir pour les visiteurs qui viennent chez nous. Si on se comporte et on respecte les règles qui nous sont données, clairement, ça donne le signal à tout le monde qui nous regarde que c'est important pour nous et qu'on les invite à respecter ces mêmes règles de conduite-là. Je l'ai répété, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, je pense que notre propre comportement va influencer beaucoup le comportement des personnes qui viendront. Et je vous rappelle qu'il y aura probablement des gens qui vont venir parce qu'ils ont une propriété et ils ont le droit de venir. Je vous rappelle aussi que si des gens arrivaient avec leur roulotte, ils ne peuvent pas camper, ils n'ont pas accès aux pourvoiries, ils n'ont pas accès aux hôtelleries. Alors, dans le contexte, on fait pour le mieux en ayant clairement manifesté nos préoccupations aux autorités. On le fait depuis quelques jours, mais ce matin, la discussion, ça a été vraiment une discussion intense sur le sujet. En manifestant clairement nos préoccupations, je pense qu'il y aura aussi de la surveillance en conséquence sur notre territoire. C'est la réponse la plus complète qu'on peut donner à ce moment-ci. Mais moi, je pense que je nous invite, nous, Témiscamiens, de cœur et d'adresse, je nous invite à être très attentifs à comment on va respecter les règles qui nous sont données, comment on les met en œuvre, comment on les fait voir. Oui, on se tient à 2 mètres. Oui, on fait attention. Oui, on est respectueux des règles qui sont imposées dans les différents commerces. Je pense que ça va donner le ton. Et moi, j'ai très confiance que notre monde ici va être capable de faire la job. Dans les autres domaines, il y a des ressources familiales. On jette un petit coup d'œil là-dessus? Oui, les ressources de type... moi, je pense que je repars sur l'annonce du premier ministre de soutenir financièrement, d'accorder une aide financière supérieure aux personnes qui vont travailler dans le milieu de la santé. Si on parle de 1 000 $ par mois, c'est quand même pas négligeable. C'est une somme importante pour s'assurer qu'il y ait toute la main-d'œuvre requise dans les différents secteurs. Donc, la prime de 1 000 $ par mois pour attirer des travailleurs du milieu de la santé, c'est intéressant. Mais il y a des ressources qui n'ont jamais élevé le ton durant la présente crise, qui sont précieuses dans nos milieux. Ce sont les ressources de type familial, ce qu'on appelle les familles d'accueil souvent. Alors, ces ressources-là n'ont pas levé le ton, ont continué leur travail, ont continué leur présence. C'est quelques centaines de familles d'accueil qu'on a sur notre territoire. Alors, moi, je suis derrière leurs revendications en disant c'est précieux le travail qu'elles font, qu'ils ont et qu'elles continuent de faire. C'est des familles d'accueil là, pour des personnes aînées en perte d'autonomie, pour des personnes à mobilité réduite, des personnes vulnérables, des enfants, et elles font le travail. Alors, pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour reconnaître ce travail-là également? C'est une revendication qu'ils font. C'est dans le lien de la reconnaissance de l'importance de tous les travailleurs du réseau de la santé. On s'aperçoit que la plus petite part, la plus petite contribution du réseau de la santé est majeure pour le maintien de tout ce réseau-là. Je pense que ça va des personnes qui font l'entretien ménager jusqu'aux chirurgiens, ça va à tous les niveaux, à quel point chacune des ressources a une part importante du maintien du réseau. Alors, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial sont aussi des ressources précieuses pour nous. Je les remercie et on accompagne leurs revendications. Dernière information. On y va. On y va avec la dernière information. On a annoncé la reprise du travail de l'exploitation minière. Les mines reprenaient du service dans les derniers jours.
l'exploration minière, là où il n'y a pas encore de mine, mais où on fait des travaux d'exploration pour voir s'il y a des gisements d'intérêt, ça reprend à compter du 11 mai prochain. Alors, on verra peut-être des gens se promener sur le territoire, on verra peut-être des activités à proximité des territoires. Il y a quelques sites d'exploration minière actifs ici au Témiscamingue. On n'a pas de mine active, mais il y a des sites d'exploration minière d'intérêt qui sont actifs au Témiscamingue. Les activités reprennent à compter du 11 mai. On pourra peut-être les voir. C'est dans la normalité des choses. Le gouvernement a mentionné que, au maximum, ce qui peut être fait qui ne compromet pas la santé des gens le sera fait. Alors, l'exploitation minière, ça fait partie des domaines économiques où on peut mettre en place des mesures et qui contribuent à relancer l'économie du Québec. Ça reprend le 11 mai pour l'exploration minière. Bien, là-dessus, je vous dis merci. Bon, on va vous souhaiter un bon week-end. Je sais qu'il y a des gens là, qui ont tenté à prendre l'air. On garde nos distances. On garde nos distances. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Bonne santé tout le monde. Et surtout, on se retrouve mercredi prochain. Ce sera un nouvel horaire qu'on adopte à compter de la semaine prochaine. Ce sera un plaisir pour moi de revenir vous voir, vous parler. Mais surtout, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part. On se fera un devoir de tâcher de répondre à vos questions ou à tout le moins de transmettre vos revendications là où elles doivent être transmises. Petit message pour la fête des mères? C'est donc bien une bonne idée à toutes les mamans et grands-mamans du Témiscamingue, à tout le monde qui a pris soin, qui prend soin ou qui prévoit prendre soin de nos tout-petits, de nos enfants. Je vous souhaite une très belle fête des mères. Merci.